D'où viennent les Haïtiens? De quelle région d'Afrique sont issus les Africains déportés à Saint-Domingue qui sont devenus aujourd'hui les Haïtiens? Est-il vrai que les Haïtiens viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'ancien royaume du Dahomey, appelé aujourd'hui le Bénin, ou s'agit-il d'une idée reçue? Que révèlent les sources les plus sérieuses sur cette question? Installez-vous pour partir avec moi dans cette aventure à la rencontre de nos origines. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la France a fait venir des centaines de milliers d'Africains pour travailler comme esclaves dans les plantations de canne à sucre à Saint-Domingue. Ces populations étaient issues de différents peuples du continent africain et la majorité des Haïtiens d'aujourd'hui sont des descendants de ces Africains. Ça, c'est la version courte de l'histoire et tout le monde le sait. Donc, je ne vous apprends absolument rien en vous disant cela. Mais concrètement, qui étaient-ils et quel a été leur poids réel dans la formation du peuple haïtien? Ou plus précisément, parmi tous les peuples d'Afrique déportés à Saint-Domingue, qui sont nos plus proches ancêtres? L'une des méthodes qu'on a longtemps utilisées pour déterminer l'origine des Haïtiens était d'aller voir du côté du vaudou et des traditions anciennes. Pendant longtemps, des écrivains et ethnologues avaient imaginé que la persistance et la domination du vaudou comme religion populaire en Haïti était la preuve que les populations originaires de l'ancien royaume du Dahomey, c'est-à-dire l'actuel Bénin, étaient majoritaires dans la colonie de Saint-Domingue. Parce que, comme vous le savez, le vaudou vient du Bénin. L'hypothèse paraissait séduisante, mais elle s'avérait être fausse. D'autres groupes ethniques étaient beaucoup plus nombreux dans la colonie que les peuples du Dahomey. Et si le vaudou a traversé la période coloniale et subsisté en Haïti jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que ses adeptes étaient plus nombreux, mais pour d'autres raisons que je vous expliquerai un peu plus loin. Mais alors, quel a été le groupe ethnique le plus nombreux à Saint-Domingue et qui est l'ancêtre direct des Haïtiens? Pendant la traite transatlantique, les Africains déportés à Saint-Domingue se composent principalement de trois groupes géographiques provenant de trois régions de l'Afrique. D'abord, la région Sénégambie, qui comprend aujourd'hui le Sénégal et la Gambie, où se trouvent des peuples comme le Wolof, les Peuls, les Mandés, etc. Le trafic se faisait à partir de l'île de Gorée qui se trouve à Dakar, au Sénégal. Cette région représente une minorité des déportés sur l'île de Saint-Domingue. Le deuxième groupe, plus important que le précédent, venait d'Afrique de l'Ouest, de la côte de la Guinée, plus précisément du golfe du Bénin, et ce qui correspond aujourd'hui au Bénin, l'ancien royaume du Dahomey, on l'a dit, du Togo, du Ghana et du Nigeria. Historiquement, c'était l'un des principaux points de départ des Africains déportés vers les Amériques. Le commerce d'esclaves venant de cette région se faisait à partir des ports comme Ouidah, Lagos, Porto Novo, Badagry, etc. D'ailleurs, le commerce d'esclaves était tellement intense dans la région que toute la zone était appelée autrefois la côte des esclaves. Les peuples déportés étaient des Fon, des Ewe, des Yoruba, des Arada, des Nago, etc. Ils étaient souvent capturés à la suite de guerres internes ou de razzias et puis regroupés dans des forts ou des marchés côtiers avant d'embarquer vers Saint-Domingue, les Antilles, le Brésil et Cuba. Ces peuples, les Fon, Ewe, Yoruba, ont laissé des empreintes très fortes dans la culture et l'identité haïtienne. C'est eux qui ont, par exemple, apporté le vaudou et plein d'éléments qui font aujourd'hui partie de la culture haïtienne. C'est d'ailleurs à cause de ça que certains pensent que la majorité des Haïtiens viennent du Bénin, l'ancien royaume du Dahomey, d'où sont issus la plupart de ces gens. Alors, si les peuples du Dahomey ont laissé une empreinte culturelle si forte en Haïti, pourquoi ne sont-ils pas majoritaires dans la colonie? Pour répondre à cette question, il faut regarder une autre région d'Afrique moins visible culturellement, mais centrale démographiquement. Il s'agit de la région Congo-Angola. C'est le troisième groupe de notre classement et le plus important des deux premiers. La région Congo-Angola se trouve en Afrique centrale, plus précisément dans l'ancien royaume du Congo, où vivait principalement le peuple Congo, appelé aussi Bas-Congo. Cette région correspond aujourd'hui aux deux républiques Congo actuelles, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, et aussi une partie de l'Angola et du Gabon. Les Congos sont un peuple bantou, ils parlent le Kikongo et ont une culture, une civilisation et une spiritualité propre qui, comme vous allez le voir, a beaucoup influencé la révolution haïtienne.
L'empreinte des Congos est encore visible, très visible aujourd'hui dans la culture haïtienne. Une question centrale se pose alors. Comment les historiens peuvent-ils déterminer quel groupe africain était majoritaire à Saint-Domingue pendant la période esclavagiste? La réponse se trouve dans les archives coloniales. À chaque arrivée de navires d'esclaves, les autorités de la colonie publiaient des annonces, souvent dans les journaux, précisant l'origine des captifs débarqués. Lorsqu'un esclave s'enfuyait, les avis de recherche mentionnaient presque toujours sa nation d'origine. De même, lors des ventes et des reventes, l'origine ethnique des esclaves était régulièrement indiquée. En croisant l'ensemble de ces sources, les historiens peuvent aujourd'hui reconstituer avec précision l'origine de la population esclave de l'île. Et lorsqu'on analyse ces données, un constat s'impose. Une région apparaît plus souvent que toutes les autres. Alors comment sait-on que le monde Congo a joué un rôle central dans la formation du peuple haïtien? Je vous explique. Dès le XVe siècle, le royaume du Congo entretenait des relations avec les Portugais. Le royaume du Congo fut l'un des premiers États d'Afrique à avoir adopté le christianisme par l'intermédiaire de sa famille royale sous l'influence portugaise. Et on sait que les Portugais étaient parmi les premiers Européens à s'approvisionner en main-d'œuvre esclavagiste en Afrique. Ils ont développé tout un circuit de marché d'esclaves avec l'aide des dignitaires congos. Et au moment où la France voulait faire venir des esclaves africains à Saint-Domingue, les réseaux de capture et de vente étaient déjà mis en place par les relations entre les Portugais et la famille royale Congo. Il existait déjà une organisation massive et continue de la traite. Les ports Luanda et Benguela, dans l'actuel Angola, étaient devenus parmi les plus grands ports de vente d'esclaves en Afrique. La France achetait surtout là où c'était moins cher et plus rapide. Les armateurs français privilégient le royaume du Congo car les captifs y étaient moins chers, les quantités disponibles étaient plus grandes, les routes maritimes étaient bien rodées. Les planteurs cherchaient du volume et le royaume du Congo répondait à cette demande. Il faut savoir que les guerres internes dans la région Congo ont alimenté massivement la déportation. Des centaines de milliers de prisonniers ont été vendus aux Européens, bien plus que dans le royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, où l'État contrôlait davantage les sorties. Les Congos étaient perçus comme adaptés aux plantations. C'est bien sûr une vision raciste de l'époque. Les colons pensaient qu'ils étaient plus aptes à l'agriculture tropicale, plus résistants physiquement et surtout, ils étaient déjà exposés au christianisme. Donc, ils étaient perçus comme plus dociles. La Bible dit bien, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Très pratique pour soumettre les esclaves. Tous ces clichés sur les Congos vont se révéler faux, à commencer par la soumission au christianisme, car les Congos avaient leur propre spiritualité et ne répondaient pas du tout aux dieux chrétiens. C'est ce qui va d'ailleurs rendre possible la révolution haïtienne. L'influence des Congos dans la révolution haïtienne peut se mesurer par le nombre. Ils étaient plus nombreux, donc ils formaient le gros des troupes de l'armée indigène. Leur influence se mesure aussi et surtout par leur vision du monde, leurs pratiques spirituelles et leur culture de résistance. Beaucoup de captifs Congos venaient de régions qui avaient une armée organisée et une longue expérience de combat. Donc quand ils arrivent à Saint-Domingue, ils ne restent pas passifs. Ils se sont organisés, ont formé des groupes armés et utilisé la guérilla dans les montagnes à travers le marronnage. En plus de cette organisation militaire, les Congos avaient une vision spirituelle qui légitime la révolte. Dans la culture Congo, la liberté n'est pas négociable. L'esclavage est perçu comme une rupture cosmique, un désordre du monde. Les Congos s'appuyaient sur un système philosophique et spirituel appelé le Dikenga, aussi connu comme le cosmogramme Congo. Le Kikenga est une représentation symbolique du monde utilisée par les peuples Congo. Il prend la forme d'un cercle traversé par une croix et décrit le cycle de l'existence humaine. Dans la pensée Congo, la vie n'est pas une ligne droite, mais un mouvement circulaire dans lequel on trouve la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Ces étapes ne s'opposent pas, elles se succèdent dans un même cycle. La croix au centre du Kikenga marque la frontière entre deux mondes, le monde visible des vivants et le monde invisible des ancêtres ou des morts.
Mais cette frontière n'est pas une séparation définitive. Les morts continuent d'agir, de protéger et de guider les vivants. Dans cette vision, la vie et la mort ne s'opposent pas. Elles font partie d'un même mouvement. On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre, mais notez que selon cette conception, les vivants et les morts appartiennent au même cycle. La mort est un passage, pas une disparition. Mourir pour la liberté n'est pas une fin. Les ancêtres accompagnent le combat. C'est cette vision qui a donné aux insurgés la détermination et la foi que leur lutte était juste et nécessaire. Ça les a aidés à ne pas avoir peur de la mort. Dans la vision Congo, l'esclavage est équivaut à une mort spirituelle pire que la mort physique. Être arraché à sa terre, perdre son nom, ses ancêtres, sa liberté, c'est une rupture cosmique, une mort de l'âme. C'est pour cette raison que la devise « Liberté ou la mort » était si prégnante pendant la Révolution haïtienne. Une grande partie des combattants étaient Congo ou influencés par cette culture. D'ailleurs, selon plusieurs sources citées par l'historien Jean Fouchard, dans son ouvrage « Les Mahons de la liberté », avant même la cérémonie du bois caïman, c'est un chant Congo qui est devenu l'hymne de rassemblement des rebelles et des réunions de danse vaudou. Beaucoup d'éléments de cette spiritualité se retrouvent aujourd'hui dans le vaudou haïtien. Si le vaudou haïtien est à juste titre souvent associé au Bénin, sa structure est largement Congo. Je ne dis pas congolais, mais Congo, car je parle bien sûr de l'ancien royaume du Congo. Parmi ces éléments de la spiritualité Congo qu'on retrouve dans le vaudou, on peut citer les rituels nocturnes, les serments collectifs ou l'utilisation de la poudre. De nombreuses pratiques du vaudou haïtien viennent en réalité du monde Congo, même si le culte vaudou en lui-même vient du Bénin. Plusieurs figures majeures de la révolution haïtienne étaient Congo ou d'origine Congo. Cela explique la radicalité de la révolution haïtienne qui ne cherchait pas une réforme, mais la destruction totale de l'esclavage. Contrairement à d'autres révoltes d'esclaves, la révolution haïtienne n'était pas seulement politique, elle était aussi spirituelle et sociale. On comprend cela quand on étudie la conception du monde de ces Africains, surtout les Congos, pour qui la liberté était absolue. Je dirais même que sans l'apport Congo, la révolution haïtienne n'aurait probablement pas été aussi radicale, durable et victorieuse. La question qu'on se pose maintenant, pourquoi ce sont les peuples originaires du Dahomey, l'actuel Bénin, qui ont réussi à imposer leur culture en Haïti alors qu'ils étaient minoritaires? Pour être plus précis, les Dahoméens ont surtout imposé leur culte, leur religion, pas l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui la culture haïtienne. D'ailleurs, on peut même dire que ce que les Dahoméens ont apporté, c'est la matrice religieuse dans laquelle viennent s'ajouter les apports des autres peuples, dont la majorité Congo. Je m'explique. Ce qu'on appelle aujourd'hui vaudou en Haïti n'est pas exactement la même chose qu'on retrouve au Bénin, par exemple. Pourquoi? Parce que le vaudou haïtien est un ensemble de pratiques spirituelles et traditionnelles de différents peuples et qui ont ensuite fusionné en Haïti pour donner le vaudou haïtien. Le vaudou, à la base, vient du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, et était pratiqué par les Fon, Héroé et les Yoruba, déportés à Saint-Domingue. Les Congos avaient leur propre spiritualité, comme on vient de le voir. Et toutes ces traditions se sont mélangées entre elles, en plus d'intégrer des éléments du catholicisme imposés par les colons pour donner le vaudou haïtien. C'est ce qui fait la richesse et l'originalité de ce culte en Haïti. À Saint-Domingue, les populations venant de l'actuel Bénin, héritières du royaume du Dahomey, pratiquaient le vaudou, qui était déjà à l'époque une religion structurée. Le vaudou a permis à des gens issus de peuples différents de se rassembler, de s'organiser, d'organiser des cérémonies. Le vaudou a permis le rassemblement des nations. C'est pour cela qu'il a perduré et a pris cette forme particulière en Haïti. Même si les populations du royaume du Dahomey étaient minoritaires, leur apport culturel est considérable. Et il faut savoir aussi que pour des raisons de contrôle et d'ignorance volontaire, les colons ont désigné toutes les religions africaines présentes à Saint-Domingue comme du vaudou. Comme on vient de le voir, les esclaves venaient de peuples différents et avaient des religions différentes. Mais pour les colons, comprendre ces différences équivaudrait à reconnaître leur identité. Et une reconnaissance des identités risque de provoquer l'organisation et la résistance.
Ils ont donc choisi de tout simplifier en un seul terme flou, pratique pour surveiller et réprimer. Étant donné qu'ils connaissaient déjà le terme vaudou, religion pratiquée au Dahomey depuis longtemps, ils l'ont donc utilisé comme un mot valise pour désigner toutes les pratiques religieuses africaines non chrétiennes. Peu importe que ce soit Congo, Yoruba ou autre, pour eux, c'est la même chose. En mettant toutes ces religions dans un seul sac, on les présentait comme primitives, superstitieuses, dangereuses ou diaboliques. Cela permettait de justifier la violence et les interdictions. Mais ce que le système colonial n'avait pas prévu, c'est que cette simplification allait produire l'effet inverse de celui recherché. En appelant toutes les religions africaines vaudou, les colons pensaient effacer les différences, désorganiser les croyances et mieux contrôler les esclaves. En réalité, ils ont créé un espace commun dans lequel les traditions spirituelles différentes ont commencé à se rencontrer, à dialoguer et à fusionner. À Saint-Domingue, des hommes et des femmes venus du Congo, du Dahomey, du pays Yoruba ou de la Sénégambie n'avaient ni la même langue, ni les mêmes dieux, ni les mêmes rites à l'origine. Mais dans la clandestinité de l'esclavage, ils ont été contraints de pratiquer ensemble, de prier ensemble et surtout de se réunir. Le résultat, ce n'est pas la disparition de leur spiritualité, mais la naissance de nouveaux systèmes, un espace religieux commun, compréhensible par tous, capable de rassembler ce que la traite avait volontairement dispersé. Ce que les colons voyaient comme de la superstition est devenu pour les esclaves un langage partagé, un langage spirituel, mais aussi politique. On a longuement parlé des déportés africains qui forment l'essentiel du peuple haïtien. Mais quid des autres populations? Saint-Domingue comptait aussi des Européens, des Français surtout qui ont eu des descendants métis, les fameux mulâtres. Saint-Domingue était aussi peuplé de créoles, c'est-à-dire des descendants africains nés dans la colonie. Le nombre de ces créoles était en constante augmentation à cause du trafic d'esclaves internes dans la région. En plus de ceux nés dans la colonie, d'autres esclaves créoles venaient des Antilles voisines, Curaçao, Jamaïque, Cuba et même Mississippi. Ils s'installaient à Saint-Domingue. L'administration coloniale laissait faire parce qu'il y avait une forte demande de main-d'œuvre. On retrouvait ces créoles surtout dans le sud où le manque de bras n'a cessé d'inquiéter les colons et de freiner l'essor économique. On les retrouvait aussi à Port-au-Prince et au Cap. Dans la formation du peuple haïtien, les Africains sont de loin les plus nombreux, mais les créoles, même s'ils étaient très minoritaires, ont eu un apport non négligeable. Alors, vous me direz sans doute que les créoles sont aussi des Africains. Et c'est vrai, mais avec une nuance fondamentale. Les créoles sont nés dans la colonie et ont vécu au contact des Français. Ils ont conservé certaines coutumes des maîtres. Ils étaient souvent ce qu'on appelle des esclaves à talent ou des esclaves domestiques parfois moins rebelles que les captifs qui venaient d'Afrique. On les retrouvait aussi dans les ateliers. Ils étaient plus assimilés à la vie coloniale que les bossals, c'est-à-dire les nouveaux arrivants. D'ailleurs, on leur a reproché de conserver et parfois même de diffuser l'influence des colons. On les a décrits comme plus dociles, plus proches des maîtres, moins enclins à la révolte que les Africains récemment déportés. Mais pouvait-il en être autrement? Les créoles sont nés dans la colonie. Leur univers social, linguistique et culturel a été façonné dès l'enfance par le monde colonial. Ils ont grandi au contact des Français, de la langue française, de la religion chrétienne et des règles imposées par le système esclavagiste. Là où les Africains bossals arrivaient avec une mémoire intacte de leur société d'origine, les créoles, eux, n'avaient connu que la plantation. Ils n'étaient pas moins africains, mais leur africanité avait déjà été transformée par l'expérience coloniale. Il y avait également dans la colonie quelques Amérindiens survivants, principalement des Taïnos. Leur nombre était très faible, mais leur présence n'était pas inexistante. Certains d'entre eux pratiquaient le marronnage et bénéficiaient d'un avantage particulier. Leur apparence physique leur permettait parfois de se déclarer libres, ce qui leur facilitait les déplacements et leur permettait de contourner certaines contraintes imposées aux esclaves africains.
Ces survivants amérindiens vivaient souvent en marge de la société coloniale et se sont progressivement, on va dire, mêlés aux Africains marrons ainsi qu'aux métis, participant discrètement à la formation de la population locale. Il faut aussi rappeler qu'avant l'arrivée des Européens, l'île était entièrement peuplée de ces peuples amérindiens. Leur quasi-disparition est le résultat d'une violence coloniale extrême. Massacres, maladies importées par les Européens, travail forcé et destruction de leur mode de vie. Même si leur rapport démographique est resté limité dans la formation du peuple haïtien, leur présence rappelle que l'histoire d'Haïti ne commence pas avec la traite africaine, mais avec un monde amérindien presque entièrement anéanti par la colonisation. Qu'est-ce que le peuple haïtien? Avant de répondre à cette question, rappelons ce qu'on a établi jusqu'ici. Le groupe africain qui était le plus nombreux à Saint-Domingue venait de la région du Congo. Cela signifie que les Haïtiens sont en grande majorité des descendants de populations Congo, puis des peuples du Dahomey, à savoir les Fon, les Ewe, les Yoruba, etc. Il faut retenir qu'Haïti n'est donc pas née d'un seul peuple, ni d'une seule culture africaine. Elle est née d'une Afrique plurielle. À Saint-Domingue, des hommes et des femmes venus de régions très différentes d'Afrique ont été arrachés à leur terre, à leur langue, à leur dieu, à leur système politique. Ils étaient Congo, Fon, Ewe, Yoruba, Wolof, Mandé, Akan. Autant de peuples qui, en Afrique, ne formaient pas une nation unique et parfois ne se connaissaient même pas. Face à l'esclavage, ces peuples ont été contraints d'inventer quelque chose de radicalement nouveau. Une manière de vivre ensemble, de croire ensemble, de résister ensemble. C'est ainsi qu'est né le peuple haïtien. Merci d'avoir suivi cette page d'histoire. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.